Ok. Je vais essayer d'être très, très clair, très bref, et parce qu'il y a eu des aléas, j'ai pas pu assister, je vous remercie. Je vais parler de l'ophtalmologie à l'ère de l'intelligence artificielle. C'est une nouvelle ère dans le diagnostic et les soins. La présentation va être, je vais parler tout d'abord d'une introduction, après je vais parler de l'intelligence artificielle en ophtalmologie, en général, différents types, différentes techniques, différentes applications, les applications surtout en ophtalmologie. Je vais parler des travaux qu'on a fait nous à notre niveau avec notre équipe, qui est composée d'ophtalmo d'ophtalmo et de d'ophtalmo et d'informaticiens. Et à la fin, je vais essayer de parler des défis et des perspectives. En introduction, l'intelligence artificielle permet aux machines d'accomplir des tâches qui nécessitent généralement l'intelligence humaine. Ses principales capacités incluent l'apprentissage, le raisonnement et la prise de décision. Au fil des années, l'IA a évolué sous de nombreuses formes et applications. Elle est désormais un moteur majeur de l'innovation dans différents domaines. Elle a un impact particulier important dans le secteur de la santé. La définition de l'intelligence artificielle, qui est une simulation de l'intelligence humaine dans des machines programmées pour penser et apprendre comme les humains. Les systèmes de l'IA sont capables d'effectuer des tâches telles que la reconnaissance de motifs, la compréhension de langage et la résolution de problèmes complexes. Elles transforment les industries et stimulent les innovations à l'échelle mondiale. Il y a deux types d'IA, Narrow IA et General IA. L'IA étroite, ou Narrow IA, est conçue pour effectuer des tâches spécifiques. Une seule tâche comme la reconnaissance faciale ou la traduction linguistique. Elle excelle dans ces domaines, mais ne peut pas accomplir des tâches en dehors de son champ d'action. En revanche, la General IA est conçue pour réaliser des tâches intellectuelles qui s'approchent de celles de l'homme, pour accomplir plusieurs tâches, en imitant la flexibilité et les capacités d'apprentissage humaines. Différentes branches de l'IA. On a l'IA en général, qui est un système intelligent capable de reproduire les capacités cognitives humaines. Après, il y a eu le machine learning, c'est la première forme vraiment d'intelligence artificielle. Il permet au système d'apprendre automatiquement des schémas et d'améliorer leur performance à partir des données sans programmation explicite. Et maintenant, on est dans l'ère du deep learning, qui simule le fonctionnement du cerveau humain en utilisant des réseaux de neurones artificiels pour traiter des informations complexes et extraire des représentations de haut niveau. L'intelligence artificielle transforme profondément le domaine de l'imagerie médicale, en améliorant la précision du diagnostic, en permettant l'analyse automatisée des images et en facilitant la prise de décision clinique dans plusieurs spécialités médicales. Elle améliore le diagnostic dans l'ophtalmologie, rétinopathie diabétique et glaucome, dans la radiologie, les tumeurs et les fractures, dans la cardiologie, maladies cardiovasculaires, dans la neurologie, accidents vasculaires cérébraux et tumeurs cérébrales, et dans la dermatologie pour les cancers de peau. L'IA améliore la précision, la rapidité, l'interprétabilité des diagnostics, conduisant ainsi à de meilleurs résultats pour les patients. L'intelligence artificielle en ophtalmologie constitue une approche prometteuse pour faire face à l'augmentation des maladies oculaires. Elle est utilisée pour détection précoce, dépistage des maladies comme la rétinopathie diabétique afin de prévenir la perte de la pathologie. Identification des pathologies telles que la rétinopathie diabétique ou le glaucome à partir d'images médicales, efficacité, automatisation de l'analyse des images pour réduire le temps et l'effort requis des ophtalmologistes. Les techniques avancées du deep learning ont permis au modèle d'IA d'atteindre des précisions comparables ou voire supérieures à celles des experts et la détection des affections rétiniennes menaçant la vision. Les applications actuelles de l'IA, il y a eu plusieurs approches
plusieurs techniques pour dépister la rétinopathie diabétique en utilisant le système CNN, le Chain Neural Network, le GNN, le Graph Neural Network, ou le Deep GNN, ou le Semi-Supervised Graph Learning, qui ont abouti à des résultats très prometteurs qui s'approchent de 100% de précision et de 100% de spécificité et de sensibilité, avec des datasets qui sont en train de se développer et qui permettent ces travaux. Comme pour la rétinopathie diabétique, la DMLA aussi a bénéficié de ces recherches en utilisant plusieurs techniques et plusieurs datasets. La maculopathie diabétique, les drusènes et l'IA a aussi été aidée avec les maladies oculaires et pour la détection de plusieurs pathologies générales telles que les pathologies à risque cardiovasculaire et neurologique. Elle a transformé l'imagerie rétinienne en un outil puissant pour la santé, car la rétine reflète de nombreux changements systématiques liés aux affections cardiovasculaires et neurologiques. En analysant les motifs subtils dans des imageries rétiniennes, l'IA a pu aider à identifier des risques tels l'hypertension artérielle, les accidents vasculaires cérébraux, les maladies cardiaques ou le déclin cognitif comme la maladie d'Alzheimer, de manière plus précoce et plus précise que les méthodes traditionnelles. Maintenant, je vais essayer de parler un peu plus pratique. Je vais parler des travaux qu'on a réalisés avec mon équipe. On a sorti un article en mars 2025 intitulé Graph-Aware Multimodal Deep Learning for Classification of Diabetic Retinopathy Images dans le EE-Access, qui traite de la classification de la rétinopathie diabétique. La rétinopathie diabétique est une de la cécité et un dépistage précoce est essentiel pour prévenir la perte de vision. Et que l'intelligence artificielle, bien que l'intelligence artificielle et médicale ait amélioré le dépistage de la rétinopathie diabétique, plusieurs des méthodes existantes reposent sur des données unimodales, telles que les seules images rétiniennes. Ces images négligent des facteurs clés, comme la durée de diabète, comme l'influençateur. Oui, allô? Vous m'écoutez? Vous m'entendez? Oui, oui. Oui, docteur Salah, oui. Oui. On vous entend très bien. Il y a parfois des coupures, mais ça passe généralement bien. La durée du diabète. Oui, je suis en route. Ok, continuez. Ok. Ces limitations négligent les facteurs comme la durée du diabète qui influencent fortement la progression de la maladie. Par conséquent, les approches actuelles ne parviennent pas à capturer les relations complexes entre les différentes caractéristiques des patients, ce qui met en évidence la nécessité d'une stratégie diagnostique plus complète et intégrée. La classification de la rétinopathie diabétique par cette méthode, a des objectifs qui sont les suivants. Intégrer les images du fond d'œil avec la durée d'évolution de la maladie afin de fournir une entrée plus riche et clinique pertinente pour le diagnostic. Je pense que ça ne s'affiche pas sur votre écran. Je ne sais pas si ça s'affiche ou pas. Pour les objectifs, je pense que ça ne s'affiche pas. Non, il y a juste le texte et un losange, un carré. Je vais essayer de continuer. Combiner les capacités des modèles basés sur les CNN, les DenseNet, par l'extraction des caractéristiques d'image avec des réseaux de neurones complexes, GNN, pour modéliser les relations complexes entre les caractéristiques spécifiques des patients. Améliorer les précisions du diagnostic et permettre une intervention clinique rapide, contribuant ainsi à une meilleure prise en charge et des meilleurs résultats pour les patients. Le DR-DIAG, qui est le logiciel proposé, combine le CNN et le GNN afin d'exploiter à la fois des caractéristiques intrinsèques des images de la rétinopathie diabétique et la durée d'évolution de la maladie diabétique. Plus précisément, le modèle utilise le CNN pour extraire les caractéristiques des images et le GNN à 2 couches pour intégrer les données du patient. Enfin, un mécanisme pondérant
L'adaptation fusionne les sorties des deux réseaux afin d'assurer la classification robuste. Ce système nous a permis de faire penser la machine comme l'être humain. Il utilise l'ancienneté du diabète comme un facteur supplémentaire en plus des images, et ça nous a permis d'avoir de meilleurs résultats. On a utilisé deux datasets, l'Aptos, qui a été collecté dans l'hôpital Aravid en Inde, qui a 3662 images, et le Massidor 2, qui a été très largement diffusé en 2008. Les résultats ont montré que le DRDIAG, en associant ces deux méthodes, est arrivé à des résultats avoisinant les 100% et qui dépassent toutes les autres approches déjà proposées. Le deuxième travail, qui s'est basé sur la première approche et qui a été enrichi pour essayer de faire une prédiction des maladies oculaires, surtout les maladies rétiniennes, et qui a été publié en juillet dans Sensors en MDPI, Multimodal AI for Multi-Label Retinal Disease Prediction Using OCT and Fundus Images, a Hybrid Approach. Les maladies oculaires comme la rétinopathie diabétique, la dégénérescence maculaire liée à l'âge sont responsables d'importantes pertes de la vision, rendant le diagnostic précoce essentiel. Les modèles d'intelligence artificielle permettent d'automatiser l'analyse des images et d'aider les cliniciens grâce à des évolutions rapides et cohérentes. Cependant, la plupart des systèmes actuels reposent sur des données unimodales, principalement des images, et négligent des informations cliniques et textuelles précises. Cette limitation réduit la complétude des diagnostics et affaiblit les résultats. Développer un nouveau cadre d'intelligence artificielle multimodale capable de prédire simultanément plusieurs maladies rétiniennes, intégrer et fusionner des données provenant de 3 sources distinctes, les images de l'OCT, le fond d'œil et les facteurs de risque clinique et les rapports médicaux des patients. Améliorer la précision et la fiabilité du diagnostic en intégrant des règles cliniques définies par des experts pour des processus de prédiction. Je vais parler un peu technique. On a utilisé le système CNN, le Chain Neural Network, pour extraire les images des fundus et des OCT, des images OCT. On a utilisé le système GNN pour les facteurs de risque. Et on a utilisé le LLM, Large Language Models, comme le ChatGPT et le Gemini, pour traiter les rapports médicaux non structurés. Et on a combiné les trois pour avoir un multi-label Eye Disease Predictor qu'on a nommé le Vision Track. On a utilisé 2 datasets pour tester cette technique, et c'est le FFMID dataset qui a 3200 images de fundus, et le Retinal OCT dataset qui a 24 000 images d'OCT. Les résultats expérimentaux ont montré que le Vision Track a des accuracies, des précisions recall très élevées sur les 2 datasets, RFMID et le OCT dataset, et il surpasse aussi les différentes state-of-art méthodes déjà décrites dans les recherches précédentes, avec une spécificité comme vous voyez, qui s'approche des 100%. Pardon. Pour les futurs travaux, on doit suivre l'évolution mondiale et on doit créer des bases de données qui sont annotées. Nous visons à développer de vastes bases de données annotées pour diverses maladies oculaires. Bien que ces processus soient lents, il sera le premier du genre dans notre pays, posant ainsi des bases pour des recherches futures. Développement des systèmes prédictifs. Nous prévoyons de concevoir un système de prédiction des maladies oculaires. Ce système intégrera plusieurs facteurs de risque afin d'améliorer sa précision et sa fiabilité. Tests en situation réelle. Afin de garantir l'efficacité des modèles, des essais cliniques en conditions réelles devront être réalisés. Je dois insister sur les annotations des bases de données et des images.
La clé. Il faut que le rôle de l'ophtalmo dans tout ça, dans le futur de l'intelligence artificielle, c'est d'avoir des annotations, des images qui sont correctes pour que les machines apprennent correctement et qu'elles se développent à avoir des diagnostics très précis. Merci pour votre attention. Merci, Dr Salah Salah, pour ta présentation. Et est-ce qu'il y a des questions dans la salle? J'aimerais te poser deux questions. Dites-moi, les datasets que vous avez utilisés, si j'ai bien compris, ce n'est pas des datasets de ton centre ou de ton hôpital, là où tu travailles, mais c'est des datasets disponibles sur le web. Et les deux étaient indiennes. C'est bien ça? On a utilisé 4 datasets dans les différents travaux, dans les 2 travaux. C'est des datasets publics. Parce que nous, en notre niveau, on a trouvé un problème, surtout d'ordre éthique et légal, parce que on devra avoir toutes les autorisations nécessaires, la DSP, le Conseil de l'ordre et tout. Et comme vous savez, chez nous, c'est un peu difficile d'avoir toutes ces autorisations. Donc, on a essayé de travailler sur des datasets publics et on essaiera de régler ce problème pour créer notre propre dataset dans le futur, Inch'Allah. Ok, donc tu as déjà répondu à ma deuxième question, mais si tu peux nous donner plus de détails sur la législation actuelle en Algérie concernant le partage des données des patients pour ce type d'études, que ce soit en interne ou avec des étrangers. Des sociétés. Actuellement, il n'y a pas vraiment de législation à proprement dit parce que on n'est pas arrivé à ce point, parce que à chaque fois qu'on essaie de faire les demandes, les différentes institutions nous disent qu'il n'y a pas vraiment une législation. Alors on essaie d'avoir les autorisations, mais on est toujours confronté à la peur de signer les trucs. Vous m'avez compris, parce que normalement, si on a l'autorisation du patient pour participer à l'étude et l'autorisation du conseil d'éthique, normalement ça devrait se faire, et c'est ça. Ok, mais merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, Inch'Allah, l'haqt l'dar, mazal? On est tout prêt. Ok, alhamdoulilah, salama. Merci beaucoup et Inch'Allah, à la prochaine en présentiel. Je suis vraiment désolé des aléas et de ce qui s'est passé aujourd'hui. J'aurais aimé être parmi vous. Je vous remercie beaucoup. Et bravo pour tout ce que tu fais. Allah yabarak alayk, masha'Allah. Bravo. Merci. Merci pour tous les organisateurs. Merci pour vous, Dr Mekki. Merci. À très bientôt, Inch'Allah. Ma salama.